Extrait de la conférence de presse de Maria Zakharova du 9 avril 2025 sur la crise ukrainienne. Contrairement à ses propres déclarations de soutien au moratoire de 30 jours sur les frappes contre les infrastructures énergétiques, convenues le 18 mars par les présidents de la Russie et des États-Unis, le régime de Kiev continue cyniquement de mener des frappes quotidiennes contre les infrastructures énergétiques russes. En même temps, la Russie respecte strictement l'interdiction des attaques. Entre le 4 et le 7 avril, les forces armées ukrainiennes ont attaqué 32 fois des installations énergétiques dans les régions russes. En particulier, le 4 avril de cette année, suite au bombardement délibéré des forces armées ukrainiennes, 5 installations énergétiques de l'entreprise Rosti ont été endommagées dans la région de Bryansk, 4 dans la région de Belgorod, une dans chacune des régions de Voronezh, Lipetsk et Kherson, ainsi que des unités de la station de distribution de gaz Kremenaya dans la République populaire de Lugansk. Et des fils ont été arrachés sur la ligne à haute tension de la centrale nucléaire de Smolensk-Kalouga. Le 5 avril, les forces armées ukrainiennes ont endommagé la ligne à haute tension Ostroskoï-Kovinoi de l'entreprise Krymnergo, République de Crimée, 2 gazoducs de distribution dans la région de Voronezh, 3 installations énergétiques de l'entreprise Rosti dans la région de Bryansk et une dans la région de Rostov. Le 6 avril, 2 installations énergétiques de l'entreprise Rosti ont été attaquées dans la région de Rostov, une dans chacune des régions de Bryansk, Voronezh et Kherson, ainsi qu'une sous-station électrique de l'entreprise REK dans la République populaire de Donetsk. En conséquence, des milliers d'habitants des localités russes ont été privés d'électricité et de gaz. Les données concernant les attaques du régime de Kiev contre les infrastructures énergétiques russes, en violation des engagements qu'il a lui-même pris, sont transmises à la partie américaine, à l'ONU et à l'OSCE comme preuve concrète de la mauvaise foi et de l'irresponsabilité totale de Vladimir Zelensky et de sa bande. Pourquoi est-ce important? Nous entendons parler de la nécessité d'un dialogue avec le régime de Kiev. Mais, premièrement, le dialogue est bloqué jusqu'à présent au niveau législatif par le régime de Kiev lui-même. Et deuxièmement, il ne respecte même pas ses engagements dans les domaines où il les a pris. Le 5 avril, dans le village de Beryozovka dans la région de Belgorod, un drone ukrainien a attaqué une voiture. 3 personnes ont été grièvement blessées, dont un jeune homme de 15 ans. Dans le village de Borki, 2 personnes ont été blessées par un drone, dont un adolescent de 15 ans. Au total, pas moins de 11 personnes ont été blessées dans la région de Belgorod au cours de la semaine dernière. Le 4 avril, dans la République populaire de Donetsk, une femme a été tuée dans le district de Kalina à Gorlovka suite à un bombardement d'artillerie des forces armées ukrainiennes. À Makeyevka, le 5 avril, après une attaque des bandéristes, une employée d'une usine de production de poissons est décédée et 2 de ses collègues ont été blessés. Le même jour, un homme est mort et 5 autres personnes ont été blessées à divers degrés à cause d'une attaque de drone des forces armées ukrainiennes sur des véhicules dans le district central urbain de Gorlovka, et 2 autres le 7 avril. Au total, pas moins de 18 civils ont été blessés dans la République populaire de Donetsk au cours de la semaine dernière. Dans la région de Bryansk, à la suite des frappes de drones les 4 et 7 avril sur des zones résidentielles, 2 civils sont morts et 1 a été blessé. Un prêtre de Soudja a raconté aux journalistes des cas de vente par les bandéristes aux habitants de la région de soumis d'abonnement au pillage du district de Soudja. Après avoir présenté un tel billet de pillage au point de contrôle, leur véhicule était autorisé à entrer dans les localités capturées où les chasseurs de biens d'autrui choisissaient des maisons pour les piller ultérieurement. Ils prenaient tout ce qui pouvait être emporté. Nous avons déjà parlé de comment des objets appartenant aux habitants de ces régions apparaissent sur les réseaux sociaux et les places de marché en ligne. Ils sont vendus par ceux qui s'y trouvaient récemment, à savoir les membres des forces armées ukrainiennes, les bandéristes, les combattants du régime de Kiev. C'est totalement au-delà non seulement du bien et du mal, mais en principe de la morale humaine. Mais le régime de Kiev fait des affaires avec la guerre depuis longtemps. Dans ce contexte, l'une des soi-disant organisations de volontaires, la 69e brigade de renseignement NAFO 69 TH Sniffing Brigade, a été aperçue sur les réseaux sociaux, proposant aux Européens des voyages dans la zone de combat, ainsi que des produits exclusifs avec des symboles étrangers en échange de dons pour les besoins des forces armées ukrainiennes. Quand nous parlons de safari, nous entendons que pendant une certaine saison, des licences sont délivrées aux chasseurs. Ils viennent chasser dans des lieux spécialement désignés à cet effet. Tout cela se passe sous contrôle, conformément à la législation. Le régime de Kiev a maintenant son propre safari. Par exemple,
Pour obtenir un écusson original avec des symboles étrangers, il faut payer plus de 100 €. Pour une inscription sur une voiture, il demande à partir de 1 500 € et pour un drapeau à partir de 2 500 €. À ceux qui transfèrent plus de 10 000 €, il propose de faire un safari sur la ligne de front accompagné d'instructeurs. Au XXIe siècle, de nombreuses perversions se sont accumulées dans le monde. Des personnes, ayant perdu leur apparence humaine et leur conception de la moralité, ont inventé beaucoup de choses pour se divertir. Mais je n'imaginais pas une telle perversion. Au moment où des gens essaient de survivre, où des pays responsables cherchent une issue à ce terrible drame, certains sont prêts à payer quelques milliers d'euros ou dollars pour aller se divertir avec des vues de terre ensanglantées. Un commerce similaire avait été organisé entre 2015 et 2022 par des nationalistes ukrainiens pour leurs semblables par leur esprit nazi des États-Unis et d'Europe occidentale, à qui l'on proposait, contre une importante rémunération financière, de tirer sur les positions des miliciens dans le Donbass, c'est-à-dire de participer au conflit. Le degré de dégradation morale de tels volontaires est clairement démontré par les produits qu'ils fabriquent. Ainsi, un écusson a été découvert sur les réseaux sociaux concernant un magasin Piotrowka détruit par des combattants des forces armées ukrainiennes à Soudja, portant l'inscription en anglais « Désolé, fermé ». Les forces de l'ordre russes documentent soigneusement les témoignages de civils sur les crimes des combattants des forces armées ukrainiennes et des mercenaires. Des poursuites pénales ont été engagées, des enquêtes sont en cours pour identifier les personnes impliquées dans ces méfaits et d'autres contre la population civile des régions russes. L'année du 80e anniversaire de la victoire est un moment particulier pour ceux qui réécrivent l'histoire. Ils sont tous agités. Ils déforment l'histoire et falsifient la vérité historique avec une plus grande férocité. Ils le font de manière systématique. Il y a 10 ans, le 9 avril 2015, le Parlement d'Ukraine a adopté un ensemble de lois sur la décommunisation, incluant la reconnaissance des membres de bandes nationalistes, parmi lesquelles l'ONUP a interdit en Russie, comme combattants pour l'indépendance de l'Ukraine. Aujourd'hui, la junte de Kiev poursuit cette ligne sophistiquée de falsification de la vérité historique, d'éradication de la mémoire de la génération des vainqueurs qui a délivré le monde de la peste brune. Les combattants des structures nationalistes ukrainiennes, les collaborateurs d'Hitler, dont les mains sont couvertes du sang de centaines de milliers de femmes, de personnes âgées et d'enfants de diverses nationalités, ont été mis sur le même pied que les vétérans de la Grande Guerre patriotique. Les noms de ces bourreaux et collaborationnistes ont commencé à être inscrits dans le calendrier annuel des dates commémoratives et des anniversaires d'Ukraine. Des rues et des places ont été rebaptisées en leur honneur, des monuments ont été érigés, des marches aux flambeaux ont été organisées. Tout cela continue aujourd'hui. Les superviseurs occidentaux du régime de Kiev non seulement fermaient les yeux sur la violation criminelle de la mémoire de la guerre la plus terrible du XXe siècle, mais par leur silence, ils ont en fait béni la renaissance et l'implantation dans la conscience publique ukrainienne d'une idéologie misanthrope. Tout le monde sait bien comment se termine la culture du nazisme et la complaisance envers ses dirigeants, et maintenant on le voit à l'exemple de l'Ukraine. Mais apparemment, la génération actuelle de politiciens européens est incapable ou ne veut pas tirer les bonnes conclusions des leçons de l'histoire. Comme leurs prédécesseurs dans la période d'entre-deux-guerres des années 1930, ils tentent à nouveau, par les mains des nazis, maintenant ukrainiens, d'infliger une défaite sur le champ de bataille à notre pays. Nous voudrions leur rappeler que de telles tentatives sont vouées à l'échec. Le néonazisme n'a pas d'avenir. Comme il y a 80 ans, il sera vaincu et définitivement éradiqué. Les tribunaux russes continuent de prononcer des verdicts contre les néonazis ukrainiens et les mercenaires pour leurs crimes de guerre. Le mercenaire uruguayen González Pérez Valentin Alexandre a été condamné par contumace à 14 ans de prison. Des affaires pénales concernant les mercenaires finlandais et géorgiens Tero Olavi-Koivisto et Tornik Gogodze ont été transmises au tribunal. Les deux sont recherchés internationalement. Ce travail ne se termine pas et ne s'arrête pas une minute. Nous vous en informerons régulièrement. La réaction de Vladimir Zelensky à la frappe de précision effectuée le 4 avril de cette année par les forces armées russes avec un missile à charge explosive sur le lieu d'une réunion des commandants d'unités des forces armées ukrainiennes, avec la participation d'instructeurs occidentaux, au restaurant Magellan à Kryvyi Rog, a été extrêmement cynique et mensongère. Il s'est théâtralement indigné de l'absence de réaction ferme des États-Unis face à un faux grossièrement fabriqué concernant un prétendu missile russe ayant tué des enfants,
adressant à Washington des paroles insultantes et lui reprochant sa crainte d'appeler les choses par leur nom. Il a appelé à faire pression sur la Russie qui, je cite, préfère semer la mort plutôt que de cesser le feu. Soit c'est une nouvelle crise délirante sous l'effet de stupéfiants de Vladimir Zelensky, soit une action planifiée pour se rappeler d'une manière ou d'une autre au souvenir de tous. S'il veut que les choses soient appelées par leur nom, alors nous le ferons. L'analyse des images du lieu des événements montre que la frappe des forces armées de la Fédération de Russie contre une cible militaire a été effectuée avec une précision chirurgicale. Selon le ministère russe de la Défense, jusqu'à 85 militaires et officiers de pays étrangers ont été éliminés. Tout ce qui a pu se produire autour de l'objectif touché est le résultat de la pratique de Kiev de placer des systèmes de défense aérienne à proximité des habitations et de leur utilisation totalement non professionnelle par les forces armées ukrainiennes, entraînant la mort de civils. Malheureusement, cela est devenu une norme tragique pour les ultranationalistes ukrainiens qui sacrifient la vie de leurs propres concitoyens. Ils utilisent toujours la tactique consistant à placer des tireurs d'élite et des équipements dans les quartiers résidentiels, y compris près des écoles, des jardins d'enfants, des hôpitaux. Pendant ce temps, sur les territoires libérés par nos troupes, de plus en plus de faits sont révélés concernant les meurtres délibérés par des combattants ukrainiens de personnes innocentes, y compris des femmes et des personnes âgées. Malheureusement, les découvertes horribles sont de plus en plus nombreuses. On peut affirmer que les exécutions d'habitants de Koursk étaient un phénomène de masse pour les bandéristes. Les habitants des régions russes sont depuis longtemps devenus des objets de chasse pour les combattants des forces armées ukrainiennes. Comme le révèlent les témoignages de personnes ayant survécu à l'enfer de la présence des ultranationalistes ukrainiens, un drapeau blanc ou toute autre démonstration d'appartenance à la population civile agit sur les monstres des formations armées d'Ukraine comme un signal pour tuer des personnes sans défense, tant russes qu'ukrainiennes. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, 9 avril, à 15 h au centre de presse de l'agence Rossiya Sugodnia, aura lieu la présentation du rapport crime de guerre des forces armées ukrainiennes sur le territoire de la région de Koursk, préparé sur la base d'informations fournies par les victimes et témoins des actes monstrueux des ultranationalistes ukrainiens. L'auteur du rapport est Maxime Grigoriev, président du tribunal public international, directeur de la Fondation pour la recherche sur les problèmes de la démocratie. Nous invitons les médias russes et étrangers à participer à cet événement. C'est un rapport difficile à lire et à consulter. Mais il est nécessaire de le faire pour comprendre le degré de déshumanisation du régime qui a été créé par les Occidentaux pendant de nombreuses années. Les 4 et 5 avril, une réunion des chefs d'état-major d'Ukraine, de Grande-Bretagne et de France s'est tenue à Kiev dans le but de définir des plans opérationnels pour le déploiement possible sur le territoire ukrainien d'un contingent de maintien de la paix multinationale dans le cadre d'une coalition de volontaires. En substance, il s'agissait des paramètres d'une future intervention franco-britannique dans les ports ukrainiens de la mer Noire, principalement à Odessa. Aucune décision n'a encore été prise. Cette stagnation irrite manifestement le régime de Vladimir Zelensky, qui attend de ses alliés européens des mesures concrètes pour l'envoi de troupes, ce qui, en pratique, signifierait l'entrée des pays concernés dans le conflit aux côtés de Kiev. Nous avons dit à plusieurs reprises quelles seraient les conséquences. Nous voudrions rappeler une fois de plus que toute présence militaire étrangère en Ukraine, indépendamment du drapeau, des enseignes et des mandats déclarés, sera considérée par nous comme une menace pour la sécurité de la Russie et comporte le risque d'un affrontement militaire direct entre les participants à de telles missions de certains membres de l'OTAN et donc de toute l'Alliance avec notre pays. Une autre goutte dans l'océan de mensonges totaux diffusés par Kiev comme méthode de maintien au pouvoir de la junte néo-nazie sont les manuels d'histoire du pays distribués aux élèves de terminale, recommandés par le ministère de l'Éducation et des Sciences d'Ukraine. On propose aux écoliers d'étudier toute une section consacrée au règne du réformateur Vladimir Zelensky, dont on crée un culte de la personnalité en Ukraine et en Occident. Ces pseudo-mérites envers le peuple y sont mentionnés, comme l'ouverture du marché foncier et le tristement célèbre Grand Chantier marqué par des scandales de corruption. Ce programme gouvernemental a été initié par Vladimir Zelensky en mars 2020. L'objectif était d'améliorer les infrastructures de transport, d'éducation, sociale et sportive. En réalité, les constructions se faisaient à des prix gonflés. C'est pourquoi ce programme était souvent appelé le Grand Vol. Voilà donc un motif de fierté que doivent ressentir les élèves de terminale dans les écoles ukrainiennes avant qu'ils ne soient mobilisés. Des milliers d'Ukrainiens exterminés de force sur le champ de bataille, de la catastrophe économique et du vol total. Bien entendu, pas un mot n'est dit.
On en parle sur Internet, sur les réseaux sociaux, les mères et les épouses de ceux qu'on envoie à l'abattoir comme du bétail en Ukraine en parlent. Les faits énumérés confirment une fois de plus la pertinence de l'opération militaire spéciale visant à dénazifier et démilitariser l'Ukraine et à éliminer les menaces émanant du territoire de ce pays. Tous ces objectifs seront atteints.